Bonjour et bienvenue pour ce de la série HO. Ça fait plaisir de vous retrouver les amis pour ce nouvel épisode qui va se trouver sur... J'arrive plus à parler français correctement. C'est l'épisode où je vais consacrer ma palme d'or de l'été 2018. Oui, j'ai vu énormément de films pendant cet été 2018. Alors j'en repars du tout, hein, pas du tout. J'en ai vu 4. On a réussi pendant une semaine à aller voir quelques films avec ma femme. C'est parce que ma fille était à la crèche. Donc voilà, ça vous donne une échelle d'idée de la difficulté d'aller au cinoche en ce moment. Et donc, le film qui, moi, m'a le plus surpris dans le bon sens, c'est Miles 22 de Peter Berg, traduit en français de manière très intelligente, 22 Miles, ce qui en fait ne veut pas du tout dire la même chose. Miles 22, ça veut dire c'est un endroit, une distance à laquelle il faut aller, et 22 miles, ce serait une distance à parcourir. Donc ça n'a l'air... c'est juste pas la même chose, quoi. Alors vous me dites si je me gourre, mais... a priori, de ma petite connaissance de l'anglais, je me gourre pas et cette traduction est débile. Peu importe, on va pas encore une fois se prendre la tête et faire un thème sur les traductions de titres français qui veulent dire rien du tout. Donc voilà. Le film est sorti au cinéma le 22 août 2018, je l'ai vu au cinéma et Gloria Alléluia en version originale. Et je vous expliquerai pourquoi sur ce film, fallait le voir en version originale. Fallait le voir en version originale et puis c'est tout. Je vais vous expliquer ça. Commençons par le début. Peter Berg. Peter Berg est un réalisateur que je trouve qu'il est mal aimé, quoi. C'était un acteur au départ. Il jouait notamment le rôle de Billy Cronk dans la série, dans la série Chicago Hope. Je sais pas si vous connaissiez, c'était une sorte de clone de Urgence, moins énervé, mais franchement bien réalisé aussi, avec des vrais bons moments dedans. Mais qui a tout simplement qui passait l'après-midi en France. Du coup, ça avait pas du tout le même succès. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les deux en fait, mais j'avais une affection particulière pour Chicago parce que je crois qu'il y avait Mandy Patinkin dedans qui jouait très très bien. Mandy Patinkin, c'est Jason Gaiden dans les 2 premières saisons de Esprit criminel. Et depuis qu'il s'est barré, je trouve la série inintéressante. Mais bon, la série n'était pas formidable avant. Mais c'est un acteur qui est capable de faire des performances assez dingues. J'aime beaucoup ce mec. Il a aussi joué dans Dead Like Me, peut-être que vous l'avez vu. Moi, je connais pas du tout la série, j'ai juste vu qu'il avait joué dedans, que c'est une série qui a eu du succès, donc peut-être que vous le connaissez plus là. Bref, j'aurai l'occasion probablement de revenir sur Mandy Patinkin dans d'autres films et d'autres séries que j'aborderai de toute façon. En l'occurrence, c'est pas Peter Berg qui joue ce rôle-là, il jouait Billy Cronk dans Chicago Hope. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître un petit peu plus en Europe, mais il a joué dans plein de films pendant un long moment. Et puis, il s'est fait connaître avec le sympathique Very Bad Things. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissez, c'est un film d'humour noir avec Christian Slater et Cameron Diaz, si je dis pas de bêtises. Des mecs, c'est une sorte de hangover, hein. C'est comme Very Bad Trip hein, dans le style, hein. C'est-à-dire des mecs, je crois que s'ils partent en lune de miel, non, en soirée de fin de vie de garçon, là. Parce que l'un d'entre eux se marie le lendemain et il se passe un truc super glauque, je crois qu'il tue une stripteaseuse avec qui il couche, bon bref, de manière accidentelle, et puis ça va de mal en pire. Qui était un bon petit trip, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'était sympathique. Donc il s'est fait connaître avec ce film d'humour noir qui à l'époque était un peu décalé, on va dire dans le cinéma mainstream, notamment parce qu'il avait réussi à embarquer Christian Slater dedans et Cameron Diaz qui commençait à se faire connaître, mais surtout Christian Slater, et Christian Slater à ce moment-là, il faisait quelques films qui avaient quand même pas mal de succès, quoi. Dont le fameux Broken Arrow qui était pas mal, qui était assez rigolo comme film avec lui et John Travolta. Enfin bref, il faudrait que je le revoie Broken Arrow parce qu'il y a des moments où je crois qu'ils sont à mourir de rire. Parce que c'est devenu ultra kitsch à mon avis ce film-là. Bon bref. Et si je dis pas de bêtises, c'était réalisé par John Woo, Broken Arrow. Bon, je ne sais pas, je suis en train de mélanger les choses. Tout ça pour dire, mais c'est parce que ça me fait vachement plaisir d'enregistrer mon épisode de la semaine et de vous parler de Cinoche. Vous savez que j'aime trop parler, donc vous n'êtes pas surpris. Il a réalisé ensuite, après donc Very Bad Thing, Peter Berg, Les Efficaces, Le Royaume, qui est un bon film aussi, Du sang et des larmes, donc c'est 2 films de guerre en fait, qui sont différents, mais tous les deux avec une réalisation vraiment nerveuse et efficace, et aussi l'excellent Hancock, que moi j'aime beaucoup, vraiment, film de super-héros avec Will Smith, vraiment une variation originale qui va jusqu'au bout de son idée sur le thème du super-héros. Je ferai un audioblog à l'occasion très probablement sur Hancock, qui est un film vraiment que j'aime bien, pour différentes raisons. J'en reparlerai à l'occasion, donc voilà, et l'excellent Hancock. Et puis j'ai pas vu Deepwater Horizon, qui je crois qui était son dernier long métrage, ou encore Track à Boston, ça je les ai pas vus.
Mais bon, c'est un réalisateur de films souvent efficace, je trouve. La qualité, la nervosité de la réalisation est souvent présente. Bon, ok, j'ai oublié de vous parler de Battleship. C'est aussi lui qui l'a réalisé. Et c'est un très, très mauvais film de guerre du science-fiction. Qui a été en plus un échec commercial terrible. Le film a coûté 200 millions de dollars. Il en a ramené 300 millions, mais surtout, et ce qui est très très mauvais aux États-Unis, il en a ramené seulement 65 millions sur le sol américain. Ça, c'est terrible, hein. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète. Quand vous faites un blockbuster aux États-Unis, vous êtes supposé rentabiliser le coût du film sur le sol américain. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'avant-premières, qu'on bouge dans tous les États, qu'on essaye vraiment de faire une pub de fou, de choper des acteurs au moins de second rôle que le grand public américain aime. Il faut faire rentrer les thunes sur le territoire. L'international, les ventes de DVD, tout le bordel, le Blu-ray, tout ça, c'est du bénéf pur. Je caricature à peine, hein, puisqu'il faut bien presser les DVD et tout, mais vous comprenez l'idée. Le film doit être remboursé par les sorties cinéma américaines sur le sol américain. Et ça n'a pas été du tout le cas. Battleship a été un four total. 65 millions quand on avait un budget de 200 millions au départ, c'est vraiment pas bon. Donc le film a été à peine remboursé par son exploitation à l'international. Enfin, je veux dire, 100 millions, c'est vraiment pas beaucoup pour un gros budget. Si vous osez faire le double ou le triple, hein. Je vous l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, mais quand vous faites un blockbuster, il y a des gens qui investissent de l'argent dessus, mais c'est de l'investissement, c'est-à-dire qu'ils vous donnent $1 pour en récupérer 1,5, 2, 3 dollars. Ça veut dire qu'ils vous demandent de récupérer 3 fois la mise qu'ils ont mise dessus. Et les boîtes de production et tout ça font des contrats de ce genre-là et s'engagent à le faire. Donc le réalisateur, il est au courant de ce genre de truc. Ce qui fait que quand il voit 300 millions de dollars redébarquer alors qu'il a eu 200 millions au début, il est pas content. Hein. Parce que là, tu sais que ça va grincer des dents. Surtout que Battleship est sorti à l'époque de ce qu'on appelle les gigabusters, c'est-à-dire les blockbusters qui dépassent le milliard. Qui sont de plus en plus nombreux, on en a 1 ou 2 par an, ce qui est monstrueux financièrement parlant, c'est hallucinant ce truc, ce phénomène. Mais c'est aussi le symbole de la bonne santé financière du cinéma. C'est-à-dire, on met 250 millions, mais on en rapporte 4 ou 5 fois la mise. Donc autant vous dire que Battleship était un foirage, aussi bien artistique, mais surtout commercial. Et malheureusement, Peter Berg est surtout connu pour ce film. Bah oui, quand on fait un blockbuster, on parle de vous sur votre blockbuster. Le grand public vous connaît par là. Bien qu'il ait fait Hancock, qui est un gros succès, hein, et qui pour un budget de 150 millions avait rapporté de 620 millions. Donc, gros succès. Mais Battleship était tellement spectaculaire dans son échec que sur le sol américain que c'est vraiment ça qui est resté. Et même à l'international, Peter Berg continue d'être connu comme ça. Quoique, en France, c'est un peu différent. Il est considéré comme un réalisateur de série B de mauvaise qualité. Moi, perso, je considère que c'est un réalisateur de série B efficace en général. Il y a des exceptions. Il a fait donc 2 blockbusters, une réussite et un four total. Mais il est surtout connu pour les films de guerre et les séries B qu'il fait en France. On en parle surtout de lui pour ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et on considère souvent que ce sont des films mal foutus. Alors son style, c'est un peu des films de guerre ou d'urgence. Hein. J'ai pas vu Deepwater Horizon, qui est sur la catastrophe pétrolière du Deepwater. Du fameux, je crois que c'était un bateau, si je dis pas de bêtises. Et puis Track à Boston, qui est sur l'attentat qui s'était passé à Boston. Mais par contre, j'ai vu Du sang et des larmes, qui était aussi sur un héroïsme de guerre tiré de faits réels. Et donc Miles 22, qui est aussi sur le terrorisme et l'espionnage. Donc c'est souvent des sujets de guerre ou d'urgence, voire les deux, s'il peut. C'est des sujets sérieux qui sont abordés avec une mise en scène nerveuse, mais avec de l'action de série B, c'est-à-dire on a des clichés de fusillade longue et des héros grosso modo qui sont grosso modo par balle. En général, je trouve que lui, il trouve bien le bon équilibre. On a un peu peur pour les personnages principaux, on ne sait pas trop, parce qu'il le film arrive à suspendre un peu comme ça son côté film d'action de série B pour qu'on ait un petit peu d'inquiétude pour les personnages. Du coup, ça crée des films assez nerveux et assez agréables à suivre, puisqu'on arrive à croire, la suspension de crédulité fonctionne, c'est-à-dire ce truc qui fait qu'on accepte que le personnage arrive, on sait que c'est Mark Wahlberg, mais il va nous dire « je m'appelle David Silva », et on va dire « ok, il s'appelle David Silva ». Donc vous voyez, ce truc-là, ça marche assez bien, et on arrive à bien rester dans ces histoires. Il a je trouve, un vrai talent pour réussir à confirmer ça dans une série B. Entre parenthèses, faire des séries B nerveuses et efficaces, c'est difficile, c'est souvent des budgets qui sont un peu plus petits,
et qui demande des astuces un peu plus de mise en scène et d'écriture. Je trouve que dans ce style-là, Peter Berg est plutôt bon. Tout comme moi, j'aimais beaucoup le feu et regrettais pour moi Tony Scott, réalisateur notamment du formidable Man on Fire, et des très bons, je sais pas, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, je crois que c'était l'attaque du métro 123 qui était très bien, je sais plus, il y avait un film avec là, aussi un attentat dans un train avec Denzel Washington et le Capitaine Kirk, voilà, ça me revient plus, un acteur que j'aime beaucoup pourtant, bon, ça me revient pas, des dernières versions, il avait aussi fait, oh là là, maintenant ça me revient pas, les films de Tony Scott. Bon, c'est des séries B en général, souvent avec Denzel Washington, mais qui étaient très bien foutus, très bien réalisés, pas forcément des gros budgets, qui avaient des choses à dire, c'était des vraies histoires. Alors il y a peut-être des exceptions dans la filmographie de Tony Scott, mais a priori, d'ici j'en vois pas. À part bien sûr toute la période années 90, pour laquelle malheureusement il est très connu, parce qu'il a réalisé Top Gun et ce genre de trucs, et qu'on lui a toujours fait porter l'image d'un yes man au service d'une production stupide, idiote, homo-érotique et complètement maintenant surannée et kitsch. Mais c'était bien autre chose que ça, Tony Scott. Malheureusement, comme il s'est suicidé, on ne saura jamais s'il aura pu aller vers autre chose. Mais je trouve, pour fermer la parenthèse, que Peter Berg a vraiment cette même ADN. Il y a quelque chose de nerveux et d'efficace dans la mise en scène aussi, dans ce que fait Peter Berg. Peut-être un peu plus contemporain, puisqu'il y a quelque chose comme ça de la caméra portée qui intéresse énormément Peter Berg, qui s'est beaucoup plus agité, entre guillemets, à l'écran que chez Tony Scott, nonobstant. Chez Tony Scott, c'était aussi déjà très nerveux, mais bon. Tout ça pour dire, les éléments comme ça qui font qu'une série B est bonne, je trouve que Berg les gère assez bien. C'est de l'action nerveuse et c'est souvent très efficace. Mais clairement, c'est pas l'avis de tous les critiques. Berg est souvent considéré comme un réalisateur de films d'action illisible. Alors, par exemple, dans Battleship, je suis d'accord. Je trouve que effectivement, c'est assez illisible, c'est assez mal foutu, et on a globalement une mise en scène qui est très paumée. Tous les lieux se ressemblent. Il y a de très très grosses difficultés à créer de la différence entre les séquences. Il faudrait que je revoie Battleship, ça vaudrait peut-être le coup que je fasse un audiovlog, voire un après le film dessus, parce que c'est un film, je trouve, à voir pour voir ce qu'il faut pas faire dans un film de guerre, pour lui donner de l'ampleur. C'est juste pas possible, ce film-là. Bref, mais c'est un film qui est bizarrement très mal mis en scène, avec de gros soucis de découpage. L'action est illisible, voire absurde. Faudrait que je le revoie encore une fois, hein, mais c'est vraiment de souvenir. Et je dis bizarrement elle est illisible parce que pour moi, Berg, il fait d'excellentes scènes d'action dans la plupart de ses films. Hein. Du sang et des larmes, c'est vraiment très très bien. On est dans un lieu précis où des marines se sont pris en embuscade. Je trouve qu'on comprend tout, c'est très nerveux, c'est très lisible, c'est très efficace. On sait chacun les uns par rapport aux autres où ils se trouvent. C'est vraiment bien foutu, quoi. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé sur Battleship, peut-être qu'il a été dépassé par les événements aussi d'un blockbuster et d'un budget pareil, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, ça ne fonctionne pas. Alors que d'habitude chez Berg, il y a beaucoup de plans, mais c'est lisible. Le ressenti au niveau physique est beaucoup plus important qu'au niveau visuel, j'ai envie de dire, mais c'est toujours lisible. C'est exagéré évidemment, mais je trouve que ça reste vraisemblable. Il arrive à trouver vous savez, ce gap où on arrive encore à y croire. J'en parlais avant, mais pour donner un exemple précis, c'est le fameux coup d'une fusillade. Dans la réalité, les fusillades, ça dure pas longtemps. Les gens se déplacent, trouvent des angles de tir, ou il y a une équipe qui fait si elle est trop mal placée et qu'elle se fait canarder, elle reste à couvert, ou alors elle se déplace, s'en va. Il n'y a pas d'échauffourée, on attend que tous les autres d'en face soient morts. Les gens veulent vivre, faut comprendre ça, quoi. À moins d'être vraiment dans une souricière, vous aurez en général des situations où les gens vont se déplacer. Il n'y a pas vraiment de fusillade telles qu'on les voit dans le film, on va dire des fusillades où les gens restent sur place pendant 2-3 minutes à se tirer dessus, à se planquer, à se tirer dessus, à se planquer. Non, une fois qu'on a tiré d'un point, pour donner un exemple précis, et qu'on ressort de nouveau au même endroit, on prend le risque de se faire tirer dessus et de se faire avoir, puisqu'on a montré où on était. Donc il n'y a pas vraiment Les fusillades longues, c'est un fantasme de cinéma, mais c'est nécessaire pour raconter une histoire. Du coup, il faut trouver ce bon truc où les personnages font pas 20 fois la même chose, sinon au bout d'un moment on n'y croit plus, ça devient juste pas amusant. Ou surtout le côté, vous savez, le mec qui court en plein dans un jardin, il y a 300 mecs qui arrivent devant et qui lui tirent dessus et personne ne le touche. Vous voyez, c'est trouver cet équilibre-là. Bon, j'ai fait exprès de prendre un exemple exagéré qui vient dans mon esprit de Commando avec Schwarzenegger, où la fin est à mourir de rire. Où il est vendu comme le super soldat, et en fait, il tombe surtout sur des soldats manchots en face. Bref, ça va mourir de rire. Bref, et donc Peter Berg trouve bien cet équilibre-là.
Et en plus, il arrive à faire tenir ça durant 90 minutes, mais avec des répétitions qui sont malignes et inventives. C'est juste réussir à renouveler ces séquences. Encore une fois, entre parenthèses, je ne comprends pas pourquoi dans Battleship, c'est des éléments aussi simples de mise en scène, il n'a pas réussi à les reconvertir. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Il faudrait que je cherche, ça me rend vraiment curieux pour du coup. Mais si vous écoutez d'autres podcasts d'audiovisuel, vous verrez que souvent le point de vue est inverse sur Berg. On considère que sa mise en scène est illisible, ou est sans inventivité. Et pour le coup, ça m'a vraiment gratté. J'ai pas compris pourquoi 22 Miles recevait notamment beaucoup de mauvaises critiques. Des critiques très dures, hein, qui parlent souvent des scènes d'action en disant que c'est très illisible, en disant que le scénario est... là, j'y reviendrai un peu après, un peu une sorte de pirouette. Et du coup, j'ai envie un peu d'expliquer ma théorie des scènes d'action. C'est vrai que j'ai pas forcément lu de bouquins sur la question, mais ça fait un moment que j'avais envie de vous parler un petit peu de ça, d'aller un petit peu plus loin, donc je vais essayer d'être clair. Excusez-moi si c'est pas précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis un moment et je pense que j'ai relativement raison. Pour moi, dans la mise en scène de scènes de combat au cinéma, il y a deux grands styles. Le premier va l'appeler un style chorégraphique. C'est-à-dire que on est supposé voir les gestes. Ça demande en général aux acteurs des athlètes accomplis pour obtenir un rythme visuel, on va dire musical, qui fonctionne, qui soit agréable à regarder. Parce qu'on peut avoir des athlètes dont les gestes sont tellement robotiques qu'en fait ça ressemble pas à grand chose. Et c'est très souvent le cas dans les films d'action. Ça crée des différences vraiment énormes entre un film où on va avoir une sensation de fluidité, parce que les acteurs sont des athlètes, mais en même temps ils ont un rythme corporel dans leur propre corps, et le travail avec les cascadeurs et le décor et ainsi de suite a été très bien travaillé pour que ce soit musical. Je caricature, mais c'est un peu du pam, 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 vous voyez, c'est une musique visuelle. Il y a une scansion et des contre-coups, des refrains. Si on pense vraiment les scènes d'action comme une musique, ça devient beaucoup plus lisible à cet endroit-là. Le bon exemple que j'ai en tête, c'est les films de Hong Kong, où l'objectif est souvent d'impressionner plutôt que d'être vraisemblable. Souvent d'ailleurs dans ces styles-là, plus le combat est long et acrobatique, plus il est impressionnant. À Hong Kong, on a vraiment l'exagération de ça, notamment avec les films de Kung-Fu, avec des effets de suspension carrément de la musique, si vous écoutez bien. Je vous conseille de voir par exemple la scène du film Hero de Zhang Yimou, où on a deux personnes qui se battent en rebondissant sur l'eau d'un lac, littéralement. Et on a un effet de suspension qui vient de la musique, mais aussi de leur corps qui descendent, rebondissent sur l'eau de manière évidemment complètement fantastique. Ils rebondissent sur leurs épées, sur leurs pieds, en faisant juste des ondes sur l'eau comme ça. Et il y a une musique derrière qui joue avec des cordes, qui joue exprès sur cette suspension, sur ces échos, sur cette vibration de leurs gestes et de leurs mouvements dans l'image. C'est une exagération du coup, parce que c'est fantastique, mais ça assume complètement la nature de ce que j'appelle le combat chorégraphique de cinéma, qui est invraisemblable. La vraisemblance est vraiment pas recherchée dans ce cas-là. Ce qui est recherché, c'est le spectaculaire au-delà de tout. Donc on va voir le mec sauter d'un immeuble ou faire des pirouettes arrière, ça fait partie d'un rythme visuel qui doit au final donner quelque chose, non pas d'organique, mais de chorégraphique. C'est pour ça que je trouve que qualifier ce premier style de chorégraphique me paraît plus juste. Vraiment, vous avez de très très bons exemples à Hong Kong, même si par exemple, si vous commencez à regarder par exemple les films de Jackie Chan, vous aurez plus ou moins ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment le rythme du corps de Jackie Chan et le travail avec les chorégraphes, souvent c'est lui qui chorégraphe aussi, mais les chorégraphes et l'équipe de cascade évidemment, puisque Jackie Chan a souvent répété les scènes où il est tout seul contre 20, 40, 80 mecs, donc c'est particulièrement nerveux, mais si vous regardez bien, on passe souvent de plan séquence en plan séquence, quand c'est bien mis en scène et que c'est lui qui a pu travailler la mise en scène avec le metteur en scène, ou tout simplement quand c'est mis en scène par un Hongkongais, on a des plans séquences qui suivent des plans séquences. Je caricature parce que c'est pas des plans séquences, mais on a des longs plans tout simplement. Il tape un gars, il saute par la fenêtre d'une voiture, il ressort dans le même plan de l'autre côté, il tape deux gars, il remonte par-dessus la voiture vers nous. C'est-à-dire c'est vraiment les mouvements du corps de l'athlète qui font varier les plans. On est d'abord dans un plan moyen, ensuite on est dans un plan large parce qu'il est de l'autre côté de la voiture, ensuite il passe par-dessus la voiture avance légèrement, donc on est dans un plan serré. Quand il redescend pour mettre 2 coups de poing, pour redonner de la puissance à ces coups de poing et faire jaillir
l'adversaire qui est venu le rejoindre dans le plan, hors du plan. Tout ça, c'est très chorégraphié en termes de mise en scène, mais globalement, la caméra fait très peu de choses. Le taf vient essentiellement de la chorégraphie et du jeu de rythme dans le découpage, puisque évidemment, ces différents plans longs de chorégraphie ont été travaillés en amont du tournage et ont demandé énormément de taf à tout le monde pour que ce soit nickel, nerveux et agressif. Regardez n'importe quel baston d'un film hongkongais, j'insiste, ou mis en scène par un hongkongais surtout, de Jackie Chan, et vous allez voir, c'est tout de suite, c'est les personnages, c'est les acteurs qui font le rythme de la scène d'action. C'est ça que j'appelle le style chorégraphique. Évidemment, c'est pas aussi évident dans tous les films, mais globalement, vous allez le voir. Je reviendrai un petit peu sur les nuances après, mais je vais d'abord vous parler du deuxième style, qui est un style que je trouve plus récent dans l'histoire du cinéma, notamment grâce à une avancée technique très forte dans le cinéma, qui est la caméra à l'épaule. La possibilité d'avoir, d'être, entre guillemets, dans une sorte de phénomène de légère respiration, et qui donne l'impression à l'œil d'être encore plus proche, on gagne un degré de proximité par rapport au personnage. Je sais que ça peut vous paraître un peu abstrait dit comme ça, mais comment vous donner un exemple précis de ça ? Si vous regardez une série télé telle que Les Experts, allez, prenons quelque chose exprès de très mainstream, et que en parallèle de ça, vous regardez un épisode de The Shield, vous allez bien voir la différence. Ou 24, par exemple, quoi. Non, plutôt The Shield, parce que c'est un peu moins nerveux en termes de découpage et d'urgence. C'est urgent, mais c'est un peu différent. Vous allez avoir des scènes de commissariat, des choses beaucoup plus, entre guillemets, posées, qui auraient pu être filmées avec une caméra posée. Mais The Shield est filmé à l'épaule tout le temps. Vous allez avoir cette sensation assez étrange que... Ou alors, tiens, je crois dans la série New York Police Blue, c'était aussi le cas. C'était déjà de la caméra à l'épaule. Ça donne un côté... Entre les experts, vous allez avoir une sensation d'être face à des personnages. Dans New York Police Blue ou dans The Shield, vous avez l'impression d'avoir des personnes. Même si c'est des personnages, même si vous savez que c'est des acteurs, il y a une légère distorsion de la perception qui fait qu'on est à côté d'eux, qu'on transpire avec eux. Et ça vient d'un effet très subtil qui est que la caméra à l'épaule bouge légèrement, elle tremble un peu, elle respire un peu avec le caméraman. Bien sûr, c'est voulu, parce que je vous le dis, c'est un choix esthétique, puisqu'il y a moyen d'avoir des caméras à l'épaule qui soient parfaitement stables. Hein. Où ça bouge pas, on voit pas la différence entre un pied et la caméra à l'épaule. Hein. Mais genre pas du tout, même quand le mec se déplace. Hein. Il y a des caméramans, ils vont faire des travelling sur 300 mètres et vous sentirez toujours pas que vous marchez avec un gars. Vous avez l'impression d'être sur une grue. Donc, ou sur des rails. Donc c'est vraiment un choix esthétique à un moment donné de laisser apparaître les mouvements et la saccade propre au mouvement du corps humain sous la caméra. Et cette légère, vraiment très légère mise en proximité, elle a permis de créer un style que je vais appeler le style physique. C'est un style où on cherche le ressenti à travers une plus grande vraisemblance. Alors, tout de suite une parenthèse, les combats sont jamais tout à fait vraisemblables au cinéma, hein, aussi bien dans le style chorégraphique que dans le style physique. Parce que de toute façon, on a quelque chose à raconter. Donc on est toujours limité par l'histoire qui à un moment donné va enlever de la vraisemblance parce que l'histoire doit avancer. Donc on équilibre toujours pour chercher entre une vraisemblance nécessaire à ce que le spectateur croit en l'histoire et les invraisemblances qui dynamisent la narration, la rendent spectaculaire, amusante, etc. Des choses qui sont nécessaires et qui sont bien pour que le spectateur se sente relativement bien dans le film. Après on peut faire le choix par exemple de faire en sorte que la mise en scène ne soit pas amusante, que ce soit juste, qu'elle soit dynamique, mais pas forcément amusante, parce qu'on ne veut pas que ce soit amusant sur le thème abordé. On peut chercher de la rendre spectaculaire aussi, pour contrecarrer un peu les attentes du spectateur, le mettre mal à l'aise. On peut aussi faire ce genre de choix. Hein. Mais globalement, on va plutôt avoir le style dont j'ai parlé, une narration qui essaie d'être dynamique, qu'on essaie de rendre spectaculaire et amusante. C'est en général ce qu'on a le plus souvent au cinéma. Je dis pas que c'est forcément bien, je dis juste que c'est ce qu'on a le plus souvent. Donc ce style, le style physique, est souvent plus scuté. Il y a beaucoup plus de plans, de petits plans. Du coup, il est plus difficile à la lire, tout simplement parce que les saccades de l'épaule et tout ça, on contrôle, mais on contrôle pas juste tout. Et même si on contrôle tout, à un moment donné, on a besoin de créer de la dynamique hors du côté un peu brouillon. Parce qu'en plus des deux corps qui vont se déplacer de manière très organique dans le plan, la caméra va souvent être proche d'eux,
voire très proche d'eux, pour obtenir une certaine forme de dynamisme, mais du coup, on va avoir des moments de 1, 2, 3 images de mou, où les personnages vont se retrouver, se respirer un peu, s'attraper de manière non visuelle, ou que ça va rien donner en termes de dynamique visuelle, et dans ce cas-là, la coupe est nécessaire pour aller vers un bon raccord vers la suite de la chorégraphie. Parce que oui, j'ai nommé le premier style le style chorégraphique parce qu'on voit très bien les mouvements du corps et qu'ils sont lisibles. Mais il faut bien comprendre que dans les deux cas, on travaille à donf la chorégraphie des combats. Mais ça, j'y reviendrai à la fin en conclusion de ce que j'essaie de vous expliquer. Du coup, ce style qui est beaucoup plus coté demande une plus grande attention à l'image. Il faut bien regarder. Parce qu'on a une caméra à l'épaule avec un montage rapide, comme je viens de l'expliquer. Ce qui fait qu'on rate facilement de l'information. Beaucoup plus aisément que dans des actions qui sont jouées sur le style chorégraphique et les performances physiques des acteurs. Je vais donner un exemple tout con, mais le spectateur avec ses pop-corns, quand il regarde ses pop-corns, il regarde pas l'écran. Et ben, il peut rater un bout. Dans le style, on va dire, plus physique, ben, on rate parfois une information importante qui était juste sur 4 ou 5 images, qui fonctionne très très bien dans la dynamique de la séquence et qui la rend très lisible. Mais si on rate ça, on sort de la séquence où on rate des informations importantes et du coup, on ne sait plus trop où on est. L'exemple parfait de ce style-là, pour moi, du style, on va dire, physique, comme je l'appelais, ce sont les Jason Bourne, notamment le 2 et le 3 de Paul Greengrass. J'ai fait une review où j'en parle un petit peu sur le dernier, le Jason Bourne 4, qui est, pour faire court, problématique. Et je vous engage à la réécouter si vous voulez entendre un petit peu ce que j'explique sur le domaine. Mais j'étais pas allé aussi loin qu'aujourd'hui, mais je vous parle un peu plus des Jason Bourne en particulier. Tout ça pour dire que dans les Jason Bourne 2 et 3, on a quelque chose de très efficace dans ce style. Mais on obtient les mêmes critiques que pour les films de Berg en général. C'est-à-dire que c'est illisible et surcoté. Or, je vais être clair cache pistache, c'est faux. C'est faux, c'est simplement faux. Quand on se pose et qu'on regarde bien l'image, qu'on ne se laisse pas distraire, non seulement c'est lisible, mais en plus c'est très très bien coupé. Le découpage est impeccable. Ce sont des séquences, le style physique, on va dire, avec la caméra à l'épaule notamment, c'est souvent comme ça, hein, la plupart du temps c'est un style qui se définit par le fait qu'il y a la caméra à l'épaule pour les scènes d'action, ne laisse aucune chance à un découpage mal fait. Je peux comprendre qu'on soit frustré de ne pas voir clairement ce qui se passe lisiblement, mais par contre, on ne peut pas me dire qu'on ne ressent pas ce qui se passe. Ça, par contre, je n'y crois pas et je pense que ça fonctionne très très bien. Le montage rapide plus la caméra à épaule, où on a un léger tremblement, ou plutôt une sorte de soubresaut, comme je le disais, ça donne une sensation plus physique. On se rapproche sensiblement de l'action des personnages, là où le plan sur rail nous en éloigne un peu, hein, comme j'expliquais avant. C'est plus, entre guillemets, artificiel. Et ça, je pense que c'est juste impossible de ne pas être impliqué physiquement dedans. On peut ne pas aimer ça. On peut considérer que c'est moins lisible que le style chorégraphique parce que ça l'est d'une certaine manière. Mais c'est lisible dans le sens où l'objectif était de nous donner de la sensation et la sensation fonctionne. Donc c'est lisible. Je sais que c'est un peu, un peu délicat ce que j'essaie d'expliquer, mais et je vous parlerai du film après un peu plus, mais je pense qu'il faut bien comprendre ça pour cerner sur quel point le film est attaqué, et à mon sens, mal attaqué. Je pense vraiment qu'on attaque les films de Peter Berg, tout comme on attaquait ce qu'on attaquait de ceux de Tony Scott par moment, ou ceux aujourd'hui de Paul Greengrass, sur les mêmes raisons, et je pense que c'est faux. C'est des films sur lesquels je me suis posé, j'ai vraiment regardé l'image, je ne me suis pas laissé distraire par quoi que ce soit, et je suis désolé. Non seulement c'est lisible, mais en plus on ressent l'action de manière physique, c'est très très efficace. Ce n'est pas un style classique, c'est clair, mais c'est très très efficace. Et il faut le dire à un moment donné ça. Parce que j'entends trop souvent cette critique du côté illisible et du côté surcoté. Ce n'est pas vrai. J'attends vraiment quelqu'un qui fasse un montage à un moment donné de ces séquences d'action et qui me prouve qu'elles soient illisibles au point où ça ne fonctionne plus. J'attends. Je vois beaucoup de gens le dire, je vois beaucoup de gens critiquer, mais je ne vois personne le démonter ou le prouver à l'image. Ce qui me porte à croire que c'est faux. Que c'est simplement un style très récent, qu'il a moins de films derrière lui ou moins de films qui ont marché pour le prouver, pour l'instant. Mais peut-être qu'il manque le chef-d'œuvre absolu de ce style-là. Hein. Moi, par exemple, je pense que Vol 93 en est un, mais bon, pour l'instant, visiblement, Paul Greengrass fait encore beaucoup d'anti-Paul Greengrass, beaucoup plus que des pros, donc je pense que pour l'instant, on ne pourra pas l'affirmer. Mais pour moi, dans le style action pure corporelle qui fonctionne à 100%,
je ne vais pas parler de Jason Bourne parce que ça reste des films d'action, mais le Vol 93, c'est excellent. Captain Phillips, c'est excellent dans ce style-là. Mais du coup, comme je le disais, ce qui fait que c'est un peu rejeté, c'est que c'est un style très risqué. Parce que ça demande énormément de précision pour fonctionner, pour devenir réellement efficace. C'est un style qui devient facilement brouillon ou de l'esbrouf pour faire croire qu'on a une tension quand il n'y en a pas. Hein. Jason Bourne 4 est un excellent exemple de ça. Alors, de manière moins dure, Cloverfield avait une mise en scène caméra à l'épaule que je trouvais très intéressante, mais qui pour le coup, pour moi, a été un peu de l'esbrouf parce que au final, on avait... je pense que ça s'était artificiellement brouillon pour une histoire qui au final aurait pu être racontée avec d'autres artifices que ceux-là, pour faire court. Mais je ferai peut-être une review sur Cloverfield, dites-moi si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça fait un moment que je l'ai vu, mais il avait d'autres soucis en l'occurrence. Mais pour le coup, je trouve qu'il utilisait ce style de la caméra à l'épaule, ce style physique, à mauvais escient. J'y reviendrai si à un moment donné je fais une critique de ce film-là. Donc, c'est un style, le style physique, qui prête plus à critique de facto. Le style chorégraphique, au pire des cas, ça fait des jolies images s'il n'y a pas de tension. Ça va être sympathique à regarder, on va voir de bonnes scènes de kung-fu. J'ai entendu personne dire de la scène de fin de Matrix que c'était mal chorégraphié ou pas joli. C'est Dragon Ball Z, c'est exagéré. Smith est tout seul alors qu'il aurait pu attaquer Neo à 60 millions même, et le défoncer. Ok, tout ça je l'ai entendu. Par contre, j'ai entendu personne dire la chorégraphie est pas jolie. C'est joli, c'est incontestablement joli. C'est bien foutu. Les acteurs sont, les acteurs et les cascadeurs fonctionnent très très bien. C'est une très très belle chorégraphie. Ça fait de la belle image. Au pire des cas, même comme dans le cas de la fin de Matrix Révolution, à la fin il y a plus de tension parce qu'on sait très bien comment ça va se terminer. Bref, je ferme la parenthèse. Je ferai peut-être un retour un jour sur la trilogie Matrix. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup plus brillants que moi, qui en ont parlé, mais il y a certaines choses que j'ai pas entendues, qui m'ont toujours un peu étonné, notamment sur le côté, je trouve, particulièrement intéressant du discours de Matrix 2. J'y reviendrai à l'occasion. Donc tout ça pour dire, le style chorégraphique, lui, peut se permettre d'être un peu plus faible, il propose une image jolie. Là où le style physique, quand il fonctionne pas, c'est tout de suite du globi-boulga. C'est illisible, c'est vrai, c'est incontestablement illisible quand c'est mal fait. Et le spectateur peut se sentir très vite rejeté de l'action quand il comprend plus rien. Il a même plus de quoi se raccrocher à l'image parce que c'est illisible. Ça, c'est terrible. C'est vraiment un style qui est à double tranchant et c'est chaud. Il faut faire gaffe quand on s'y attaque. Parce que si on commence à surdécouper parce que ça n'a pas fonctionné, parce que ça ne fonctionne pas, ça devient vite terrible. Ou alors, comme je le disais dans Bourne 4, quand on l'utilise pour faire de l'esbrouf de tension, c'est encore pire. Parce qu'on a quelque chose de nerveux, mais au final, on n'a rien derrière. Donc, ça reste creux. Malgré toute l'agitation physique, comment ressentir, entre guillemets, l'impact physique quand on n'est pas impliqué émotionnellement ? Ça, je vais être clair, que ce soit dans le style chorégraphique ou le style physique, à un moment donné, le scénario doit être assez efficace pour nous impliquer avec les personnages. Si c'est pas le cas, ni l'un ni l'autre ne vont sauver le film. Mais le style chorégraphique aura la chance de faire de la belle image, là où le style physique va être clairement illisible et créer plus facilement une sensation de rejet, je pense. Mais comme je le disais, quand ça fonctionne, quand l'intensité physique et l'implication émotionnelle se retrouvent, ça crée une implication physique, et on obtient Vol 93, on obtient Victoria, un extraordinaire film allemand, on obtient Rec de Jaume Balaguerro, etc., qui sont vraiment d'excellents films, au bas mot. Je résumerai sur le style 2, le style physique, en disant que ça crée plus des films à ressentir que des films à contempler. On retombe un petit peu dans une critique... dans une opposition de style dont j'avais parlé un petit peu dans ma critique sur, je crois, le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh, où je parlais de l'opposition baroque-classique. On retrouve un peu ça. C'est lisible chez les classiques, hein, on a vraiment quelque chose à regarder, et chez les baroques, on est plus dans l'émotion, donc ça peut vite tourner au globi-boulga, à l'illisible, à la bouillie émotionnelle, mais qui ne touche pas parce qu'il n'y a pas la base pour que ce soit perceptible visuellement. C'est un style qui crée des scènes d'action qui donnent plus à ressentir l'impact qu'à voir le geste de l'impact. Voilà la différence. Je pense que c'est ça, c'est ressentir l'impact plus que voir le geste de l'impact, ou voir l'image de l'impact.
Je trouve par exemple la chorégraphie du combat dans Jason Bourne 3, je crois que c'est The Bourne Ultimatum. La France, je crois que en France c'était La Vengeance dans la peau, je crois. Jason Bourne se bat contre un personnage qui s'appelle Buxani Desh. Je crois que ça se passe à Tunisie, si je dis pas de bêtises. Ils finissent par se battre notamment dans une douche. Toute la séquence de combat est géniale. On ressent tout, c'est absolument génial. Et ça arrive au bout d'une course-poursuite en plus qui est vraiment haletante. Enfin bref, c'est une scène dont il faudrait que j'étudie le découpage à l'occasion. Hein. Bref, on y reviendra, vous inquiétez pas. Pour ceux que ça plaise, à un moment ou d'un autre, je vais faire une série de vidéos qui s'appellera The Séquence, où je découperai une séquence en entier, et on parlera comme ça du découpage et de ses différents styles, bref. Alors, j'essaie depuis avant, mais je suis pas sûr d'y arriver, hein. C'est difficile à décrire. Par exemple, quand la caméra épaule est souvent très proche du personnage, on a des gros plans ou des plans serrés pour exagérer l'amplitude d'un mouvement, la vitesse et la puissance d'un geste. C'est très utilisé dans Jason Bourne. Hein. Et là, dans cette séquence-là, c'est particulièrement présent. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie, là je parlais beaucoup de l'image, mais le son est beaucoup plus important dans le style physique que dans le style chorégraphique. C'est important dans le style chorégraphique parce qu'on a comme je disais, c'est quelque chose de musical. Mais dans le style physique qui se veut un peu plus vraisemblable, il faut tout. Il faut que tous les sons se répondent pour que ça continue de vraisemblable, tout en étant une musique à l'oreille. Ça ne doit pas être juste un gloubi-boulga de trucs, il ne faut pas juste coller à ce qu'il y a à l'image, il faut que ça envoie une certaine musique de la situation, parce que ça fait du lien aussi dans les émotions du spectateur. Tous les éléments comme la respiration des personnages, le rythme, comme je te disais, des coups, des mouvements, ou le rythme des pas, les bruits des pas, des pieds des personnages, des coups, la nature du sol sur lequel ils sont, les murs, les zones d'impact sur le corps, les armes utilisées, etc., etc. Tout ça, ça donne des sons différents, des nuances de sons qui doivent fonctionner à l'image et qui doivent donc être pensés en conception sonore. C'est un univers sonore à créer complètement pour donner un impact physique et préciser l'action. Parce que ça rend vraiment plus vraisemblable et physique quand le son est pointu. C'est un style qui ne peut pas se permettre d'être brouillon sur la création sonore, notamment dans les scènes d'action. Sinon, ça affadit complètement. Bien sûr, les deux styles dont je viens de vous donner, j'ai fait exprès de les séparer de manière forte, ce sont des principes dont je parle là. Mais évidemment, première chose dont je parlais avant, les deux styles demandent un travail chorégraphique monstrueux, aussi bien avec les acteurs, les cascadeurs et tout ça, qu'avec les caméramans et l'équipe de tournage. Dans les deux styles, j'insiste. Même si j'ai dit qu'avant, dans le style premier, a priori, il y a moins de travail pour l'équipe de tournage, c'est aussi parce que je parlais surtout du style hongkongais. Or, aux États-Unis, il y a beaucoup de films qui utilisent le style chorégraphique où les mouvements de caméra sont très ambitieux. Donc non, c'est pas du tout, c'est pas aussi simple que ça. C'était juste pour un petit peu décrire les deux styles. Mais les mélanges existent, et pareil pour le style physique, on a parfois une caméra qui bouge pas, parce que les acteurs font un énorme travail de se rapprocher de la caméra, de s'éloigner, et que ça donne beaucoup de nervosité à l'action. Là, j'ai en tête The Man from U.N.C.L.E. de Guy Ritchie. On a une scène de combat notamment entre Henry Cavill et... Ah, j'aime bien cet acteur, en plus, il est bon. Il jouait notamment, je crois, Lone Soldier, je crois que c'est ça, Lone Soldier, je sais plus. Film de cowboy, là. Armie Hammer. Et Armie Hammer qui se battent donc avec Henry Cavill dans des toilettes, et on a par moments vraiment un travail de proximité, de distance par rapport à la caméra qui est fait par les gestes des acteurs, et ça fonctionne très très bien. Et pourtant c'est pas le style physique, c'est plutôt le style chorégraphique. Je dirais même que, pour aller jusqu'au bout de mon idée, oui d'ailleurs la scène des toilettes de Mission Impossible Fallout est un excellent mélange des deux. Vraiment, pour le coup. Séquence que j'analyserai à l'occasion, vous inquiétez pas. Oui, je sais que je dis beaucoup je dis souvent ça, mais moi, quand j'ai envie de faire un truc, même si je mets du temps, je vais le faire. Ça, c'est un truc... en audiovisuel, je suis un peu vénère. Hein, du haut de ma dizaine d'années d'expérience, plus qu'amateur. J'ai fait un film professionnel, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai surtout fait des trucs amateurs, pour moi, de mon côté. En général, quand j'ai une idée, je finis par la coucher. Soyez patient, merci.
Mais en l'occurrence, et je vous remercie beaucoup de votre patience d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est même parfois difficile de distinguer les deux styles, selon ce que veut raconter le film, tout simplement. Par exemple, l'exemple que j'ai en tête, c'est 3 de Wolfgang Petersen, dont j'aime beaucoup les chorégraphies de combat. Je crois qu'il y a 2 grands combats dans le film, si je dis pas de bêtises. On a, Ménélas contre le prince Paris, qui est tourné, on va dire, de manière plus physique. On a notamment un plan subjectif sur Paris qui se prend des coups d'épée de Ménélas, qui fonctionne très 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 bien, qui est un excellent plan. Et par contre, une chorégraphie de baston qui, a priori, serait chorégraphique, mais qui, je trouve, trouve le juste milieu entre le style physique et le style chorégraphique. C'est assez impressionnant. J'étudierai cette séquence et je vous ferai une analyse complète de la séquence de combat, très probablement. Entre Hector et Achille, bien sûr, séquence magnifique, encore aujourd'hui, que je trouve vraiment très 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 bonne. Malheureusement, dans un film un peu mou, qui a plein d'autres défauts et du coup qui passe un peu en deçà, mais qui reste pour moi une des meilleures séquences de duel que j'ai vues au cinéma. Hein. Et oui, je sais, ça va peut-être en choquer certains. De toute façon, je vais vous choquer aussi, puisque la deuxième séquence de duel que j'ai en tête et que j'avais trouvé super bien sur le coup est dans Narnia 2. Le prince Caspian, donc ça vous donne une échelle d'idées. Je suis un peu à la masse niveau scène de duel, c'est vraiment pas dans les films mainstream que j'ai vu des choses intéressantes sur le sujet. J'y reviendrai sur toutes ces séquences, ne vous inquiétez pas. Voilà, je voulais juste vous donner une explication longue un petit peu de ce que j'entends de ces 2 styles chorégraphiques, parce que je trouve que ça explique bien, à mon avis, le point de vue de la majorité des critiques sur le cinéma de Peter Berg, mais aussi de Greengrass, et des films en caméra à l'épaule, avec des scènes d'action comme ça, etc. etc. Berg n'a pas fait de film qui tournait comme... il n'a pas fait que des films tournés, excusez-moi, je m'embrouille dans mes notes, comme ça, souvent. C'est-à-dire que... Enfin si, oh là là, je m'embrouille, pardon, je recommence. À part Hancock, qui est en termes de mise en scène beaucoup plus calme, et je crois que c'est beaucoup moins en caméra à l'épaule, quoique, il a essentiellement fait des films avec ce style. Et donc il a été vite catalogué film d'action bourrin et lisible, voire pro-militaire, très très souvent. Ça c'est tout à fait entendable, je pense que c'est plus ou moins vrai. Il a un truc pour les militaires américains, il a un fantasme d'eux. D'ailleurs, pour la petite parenthèse terrible, sur le tournage de Battleship, il a visité un bateau pendant 2 jours, et le chef du bateau a répondu grosso modo que il trouvait ça un peu limite de la part de Peter Berg de dire qu'il avait bien étudié comment fonctionnait c'est pas un porte-avions. Il n'y a pas d'avion dessus. Voilà, ça me revient pas. Si, c'est peut-être un porte-avions. Je sais plus. Bon, je sais plus exactement dans Battleship, faudrait que je revoie. Mais grosso modo, le chef du bateau avait dit grosso modo qu'il trouvait que c'était un peu une starlette hollywoodienne et qu'il se la racontait alors qu'il avait passé 15 jours sur le bateau et qu'il savait pas du tout comment ça fonctionnait, quoi. Il avait vraiment même pas effleuré la surface. Ce à quoi Peter Berg a répondu qu'il trouvait ça mignon et qu'on devrait régler la question autour d'une partie d'échecs. Tout ça pour dire... C'est un mec, je sais pas quel effet il fait aux gens, mais il se fait souvent attaquer. Quoi qu'il en soit, il a, je pense, quelque part une certaine fascination pour l'armée. Il a jamais vraiment franchi le Rubicon, et je pense qu'il lui manque parfois des éléments pour raconter des histoires un peu plus vraisemblables. Même si je trouve que dans Du sang et des larmes, c'est très très bon, et que moi, personnellement, dans Le Royaume, qu'il avait fait avant, j'ai pas eu la sensation qu'il ne s'y connaissait pas. J'ai pas eu la sensation que la mise en scène était absurde. Voilà. Donc, à part dans, justement, Battleship, au contraire. Mais il a été catalogué donc comme un réalisateur d'action bourrin et illisible. Et je pense que c'est dû essentiellement à ce style de mise en scène d'action qui est encore, je pense aujourd'hui, caricaturé et incompris. Alors que tout simplement, comme je vous l'ai dit, voilà, les gens qui vous posent la question, vous leur repassez mon explication là de 10 minutes et ils vont se dire « Ah mais oui, c'est pas bourrin et illisible, c'est le style physique, tout simplement. » Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est dommage parce que c'est simplement un style et que c'est un style qui est très efficace et qui obtient d'excellents films. Des films plus physiques, certes, des films moins confortables, ça c'est incontestable. Ou c'est ça, ou je comprends pas le point de vue franchement négatif et très dur qu'il y a sur les différentes critiques que j'ai vues de Miles 22. Parce que voilà, au final j'étais quand même venu vous parler de Miles 22. Donc, et enfin, le pitch. James Silva a des troubles de la colère très graves. Si graves qu'il doit sans arrêt porter un élastique au poignet qu'il fait claquer régulièrement pour maîtriser ses montées de colère irrépressibles.
Doté d'une intelligence rare, Silva est le chef de l'équipe Overwatch, l'équipe d'opérations secrètes de la CIA, aussi bien pour débusquer, trouver des informations, mais aussi pour exécuter. À la recherche de bombes sales en Indokar, dans le sud-est asiatique, son équipe est contactée par Linour, un policier local, qui dit connaître un emplacement de césium-137, l'élément central pour la fabrication de nouvelles bombes sales. Comme dit en intro, Berg a une mise en scène nerveuse. Et ici, cette mise en scène fait des merveilles. Juste des merveilles. Après une scène d'introduction efficace sur le sol américain, à partir du moment où l'action commence en Indokar, le film devient juste intense, efficace et prenant. Tout de suite, je fais une parenthèse et je modère ce que je dis. Est-ce que ça atteint l'intensité d'un film comme Gravity, par exemple ? Non, mais c'est quand même en bon chemin. C'est quand même en très bon chemin, je trouve. C'est un film qui peut être vu comme une série B d'action, certes, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que la mise en scène réussit à transcender ça par une nervosité parfaitement lisible de tous les instants. C'est de la série B d'action, ok, mais c'est de la très très bonne série B d'action. Et pour moi, une très très bonne série B d'action, je prends, quoi. Je préfère largement ça qu'on va dire qu'un blockbuster mou. Purement et simplement. Je préfère me faire une bonne série B, bien maîtrisée, bien tranchée, qui raconte une histoire, parce que souvent dans les séries B, on peut se permettre d'aller plus loin, d'être plus inconfortable, et les surprises peuvent être beaucoup plus costauds que dans les blockbusters qui sont souvent formatés, et où malheureusement l'écriture est très 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 souvent cadrée par une époque donnée, et du coup on n'ose pas aller au-delà de certaines tabous, de certaines transgressions. Ce que dans la série B d'action, on peut se permettre, et croyez bien que beaucoup de réalisateurs se le permettent, et tant mieux. Et là, en l'occurrence, Peter Berg a fait du super taf. Notamment parce que les personnages et les enjeux sont très bien posés. Le personnage joué par Lauren Cohan, vous la connaissez, hein, Lauren Cohan, pardon, vous la connaissez, c'est Maggie Rhee, The Widow, la veuve, dans Walking Dead, dans la série Walking Dead, qui est très bien, voire excellente dans le rôle du bras droit de Silva, mais aussi dans le rôle d'une mère toujours absente, en plein divorce dur, vraiment très dur d'ailleurs. Pour la petite parenthèse, son mari est joué à un moment donné par... elle voit son mari par téléphone et ils discutent, et il est joué par Peter Berg, par le réalisateur. Donc. Et elle joue très bien donc le rôle de cette femme dans un terrible divorce où elle a évidemment elle aussi ses erreurs, mais le fait est qu'elle est jamais là, qui est aussi mis sous pression par un boss absolument tyrannique comme peut l'être Silva. C'est un personnage vraiment touchant, et bien écrit et bien interprété. C'est un excellent pendant au personnage de Silva, je trouve, puisqu'elle aussi elle est très violente, elle a comme ça un côté complètement tranché qui marche vraiment très bien. On comprend que son divorce est problématique parce que son mari lui en fait voir et qu'il essaye visiblement d'obtenir la garde de leur enfant de manière exclusive, mais elle aussi de son côté elle est très violente, elle est par moments très vulgaire, elle se contrôle pas forcément et elle est très 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 absente, ce que le film en une ou deux séquences, en un ou deux détails de séquences arrive à exprimer de manière très simple et très efficace. Pas forcément très subtil, elle le dit quoi, mais c'est bien amené et je trouve que du coup, pour le coup, Lauren Cohan est parfaitement crédible dans ce rôle. J'ai eu la chance de voir le film en VO et je trouve que l'actrice est vraiment très bien dans ce rôle-là. En plus du fait que le personnage est bien écrit. En face, on a Linour, qui est interprété par Iko Uwais. Alors, Iko Uwais, je ne sais pas du tout comment ça dit, je suis en train de l'insulter, que les choses soient dites. Vous pouvez m'appeler Rachid Vasquez si vous voulez, il n'y a aucun problème, je comprendrai. Donc, Iko Uwais, pour continuer de l'insulter, c'était l'acteur principal notamment du film The Raid, film d'action complètement fou. Les Thaïlandais en film d'action, ils se sont bien énervés. Ça aussi, il faudrait que je fasse un retour sur ce film The Raid, c'est bien fandard. Bref, il y aurait pas mal de choses à dire sur la mise en scène de l'action, notamment du nouveau cinéma d'action thaïlandais, qui est tout simplement Linour, qui est donc tout simplement dans un rôle fait pour lui. Il le joue très bien de bout en bout, et évidemment, les scènes d'action avec lui sont excellentes. Oui, il faut que j'explique ça. Le nouveau cinéma d'action thaïlandais, grosso modo, c'est idéologiquement souvent nauséabond. Alors, pas trop dans The Raid, quoique. Mais par exemple, il y avait Ong Bak, c'était encore correct. Mais alors dans Born to Fight, c'est juste un hymne nationaliste. Mais en fait, c'est de l'américanisme fait façon thaïlandais, donc c'est triste.
C'est-à-dire que c'est les mêmes erreurs et les mêmes conneries, quoi. Donc, mais les scènes d'action sont complètement dingues. Donc, vous voyez, c'est réussir à faire passer la dragée d'un nationalisme complètement, comment dire, exacerbé et comment dire, et assumé en plus, quoi. Dans une enveloppe très intéressante de films d'action, super sympa, nerveuse et tout. Bon, bref. Mais par contre, donc, idéologiquement souvent nauséabond, mais par contre, en avance en termes de mise en scène d'action, à l'époque où Hong Bak est arrivé notamment, il a mis une claque à tout le monde. Ils ont montré qu'avec des chorégraphies bien faites, une bande de cascadeurs prête à faire des trucs de fou, et ben effectivement, on pouvait faire des trucs de dingue. Et ils ont prouvé en plus qu'ils n'étaient pas obligés de se tuer ou de se faire très très mal. Il y a des accidents comme sur tous les tournages. Mais d'après ce que eux en disent et d'après d'autres acteurs internationaux qui ont travaillé avec eux, c'est surtout qu'ils taffent super bien la chorégraphie, que c'est très très précis et qu'ils prennent énormément de temps à taffer les chorégraphies pour que ça marche. Au-delà même du fait qu'ils sont prêts à rentrer dans des murs en plâtre, à un grand coup de tête et tout ça, et qui sont complètement fous en termes de scènes d'action au couteau et tout ça, qui prennent des risques de dingue, c'est vrai, mais il y a un travail d'une précision folle sur ces chorégraphies-là. Et donc ils ont prouvé au monde entier qu'il y avait moyen de faire des films d'action complètement ouf, avec pas forcément de la vraisemblance, mais en poussant encore le bouchon plus loin du spectaculaire, dans le style... Si je devais revenir sur mon explication du style avant, je dirais que c'est un bon mélange des deux, avec une grande propension à la recherche d'impact dans le style chorégraphique. C'est comme si le style chorégraphique voulait quelque part faire du style physique. Même si on est d'accord, il y a une limite, c'est des combats très longs, donc ça devient vite invraisemblable. Les cascades sont délirantes, les mecs font des trucs à la suite, ils ont un cardio de... Ils ont un cardio d'humanoïde, c'est n'importe quoi ce qu'ils arrivent à enchaîner. Mais ça donne des films d'action super fun à voir, très nerveux, souvent très violents, mais alors vraiment très violents. Ça devient très très gore, très sanglant, quand ils y vont à donf. Mais donc ils ont mis un peu un coup de pied au cul de tout le monde en arrivant avec ces films-là. C'était Luc Besson qui avait bien senti le truc à l'époque en distribuant le film en France, je crois, si je dis pas de bêtises, et aux États-Unis. Non, surtout en France, si je dis pas de bêtises. Hong Bak. Et du coup, voilà, on obtient vraiment des excellents films d'action très, très, très nerveux, et ils ont calmé tout le monde avec ça. Et en ce moment, aux États-Unis, il y a toute une vague de cinéma de série B qui récupère notamment l'acteur Iko Uwais de manière un peu naze, comme par exemple dans Triple X3, si je dis pas de bêtises, qui est une nullité, mais exceptionnelle. Alors là... Je ne ferai pas de review sur ce film, c'est nul, c'est incroyable tellement c'est mauvais. Il y a un casting d'acteurs d'action de tous les côtés et aucune scène d'action n'est intéressante. Là, on est typiquement dans le cas de la scène d'action chorégraphique, illisible, et la performance des acteurs ne peut pas sauver la qualité très 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 médiocre du découpage qui annihile toute sensation d'action. C'est impressionnant. Donc là, en l'occurrence, une très mauvaise utilisation de Iko Uwais, ou alors, dans le cas de Miles 22, une très bonne utilisation de Iko Uwais en le faisant travailler avec son équipe de chorégraphes, ses équipes de cascadeurs thaïlandais, et là, comme par hasard, ça défonce. Bref, je ferme la parenthèse, mais vous avez compris, ce nouveau cinéma thaïlandais, à un moment donné, a mis un coup de pied au cul à tout le monde, et Miles 22 est une bonne utilisation, une bonne intégration du style de scène d'action thaïlandais dans un film américain. Même si on peut critiquer le fait, voilà, l'acteur thaïlandais a sa scène d'action à lui, machin, blablabla, ouais, moi je trouve que ça dérange pas, ça rentre dans l'histoire, et c'est le style du film d'être un film d'action, donc par définition, c'est un peu exagéré par moments, et ça donne de la scène d'action, pas toujours quand on en a besoin. Mais en tout cas, Iko Uwais est excellent, et les scènes d'action avec lui sont très très bonnes, pour revenir au sujet de Miles 22. Le casting de second rôle ensuite dans le film fait bien le taf. On a un John Malkovich qui fait du John Malkovich mais qui le fait bien, il n'y a pas de souci. Terry Kinney aussi que j'aime beaucoup, qui était notamment le directeur de Emerald City, la prison expérimentale de la série Oz, série que je vous conseille de voir évidemment. Bref, etc. Des castings de gueules, des gueules connues de cinéma, mais bon qui savent faire le taf quoi, donc pas de souci. On a vraiment une bonne équipe de second rôle, on a même on a Ronda Rousey qui est une championne du UFC, de MMA, qui était, entre guillemets, championne de MMA en UFC, qui est là pour le coup, peut-être le meilleur rôle que je l'ai vu avoir au cinéma. Bien plus intéressant que le rôle qu'elle avait eu notamment dans les The Expendables 3 où elle avait des dialogues et tout, mais ça n'amenait pas grand-chose. Là, elle joue un rôle où elle a peu de texte. Elle fait partie de l'équipe d'action Overwatch, mais pour le coup, son personnage a un trajet intéressant, je trouve, pour le coup, c'est bien fait. Mais au-dessus de tout ça, la petite cerise sur le gâteau qui fait que le film
cartonne, c'est notre cher Mark Wahlberg. J'ai bien sûr nommé Marky Mark. Il est excellent. Il est juste excellent dans ce rôle. Et je vais clairement expliquer pourquoi. C'est parce qu'on retrouve l'esprit du personnage qu'il avait notamment interprété dans le film Les Infiltrés de Martin Scorsese. Le personnage de Dignam. Et dans les deux films, même style. Il a des dialogues ciselés qui sont faits pour lui, où il clash du monde à tour de bras, mais c'est un truc de fou. Et il s'éclate. Il est juste excellent. Et là, je dis Gloria Alléluia, je l'ai vu en version originale, parce que c'est un panard suprême de l'écouter défoncer tout le monde, d'être complètement excessif. Ça correspond très très bien à son personnage. Et ça lui coûte en plus des choses très graves à son personnage aussi d'être comme ça. Enfin, c'est vraiment un excellent personnage et ça fait plaisir de retrouver ce style de personnage là pour Mark Wahlberg parce que depuis Les Infiltrés, je ne l'avais pas vu réinterpréter un personnage comme ça. Et pourtant, Dieu sait qu'il est bon pour faire un personnage comme ça qui a ce trouble, cette gouaille terrible qui vient d'abord d'une insécurité latente, d'une colère latente comme ça. Et qui, dans Les Infiltrés, avait été utilisé par Martin Scorsese de manière absolument géniale. Le personnage de Dignam pour moi, avait éclaté l'image. C'était impressionnant. Et c'était pas pour rien, je trouve, qu'en plus, on concluait plus ou moins l'histoire par l'intermédiaire de ce personnage-là. Je pense même que de manière rétrospective, pendant le tournage, Scorsese avait dû avoir des regrets de ne pas avoir été un peu plus généreux en texte ou en situation avec le personnage de Dignam ou simplement Marky Mark. Et ça reste pour moi un regret de voir que Scorsese n'a pas spécialement souhaité retravailler avec Mark Wahlberg ou l'inverse, ou les deux, j'en sais rien, parce que ils ont créé un truc. Et là, je pense pas que Berg ait forcément fait exprès, mais ce personnage est tellement écrit pour Mark Wahlberg que c'est impressionnant. On croit tout de suite à ce mec qui est psychotique et très intelligent, qui agresse ses collègues sans arrêt, et qui à force de mettre tout le monde sous pression est très seul, et au final cause de graves événements aussi à cause de son attitude. C'est un personnage brillant à l'écriture et à l'interprétation, c'est le truc qui fait que Miles 22 passe de la série d'action classique à une excellente série B d'action au minimum. C'est simple, ce personnage transforme une série B très sympa en excellent film d'action et surtout d'espionnage. Parce que oui, Miles 22 se permet d'être un meilleur discours sur l'espionnage moderne que le très fade Mission Impossible Fallout de ce même été, hein. Pour prendre un exemple au pif, hein, puisque là je finis ma review sur mes films de l'été 2018, je vois Mission Impossible qui me déçoit, et 2 jours plus tard je vois Miles 22, et là je me dis mais c'est fou quoi, il y a tout ce qu'il faut dedans, tout ce qu'il aurait fallu dans Mission Impossible est là. Alors que l'on se comprenne bien, est-ce que Miles 22 arrive au niveau de Mission Impossible Fallout, ou de l'effet waouh des scènes d'action du Mission Impossible Fallout? Oui. C'est-à-dire que l'action est nerveuse, elle se renouvelle bien, mais de là à dire qu'il y a un effet waouh, j'irai peut-être pas jusque-là. C'est juste excellemment mis en scène et c'est physique. C'est une mise en scène, je dois l'admettre, qui moi me parle plus, que je préfère, et donc du coup je la trouve spectaculaire, mais c'est clair, on n'a pas le côté un peu fou, over the top des séquences de Mission Impossible Fallout, avec la scène de poursuite en voiture dans Paris, la baston dans les toilettes, la chute libre à un moment donné qui font, là, je crois que c'est au-dessus de Paris en avion, enfin voilà, il n'y a pas tout ce truc-là, il n'y a pas ce truc over the top. Je parlerai pas de la poursuite en hélicoptère, parce que je trouve qu'elle est complètement ratée. Je vous renvoie à ma critique de Mission Impossible Fallout, si vous voulez en connaître les tenants et les aboutissants de mon point de vue là-dessus. Mais, à comparer, Miles 22 tient mieux son intensité et son discours sur son entièreté. Alors oui, regardez plutôt Miles 22 que Mission Impossible Fallout, franchement. Vous vous divertirez autant, si ce n'est plus, pour moins de temps, et avec un message plus clair et plus complexe. C'est juste meilleur, je suis désolé de le dire comme ça. Alors attention, c'est clair qu'à comparer, Miles 22 est un film vraiment violent et graphique, hein. Ça commence dès la séquence d'introduction, c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressif que Mission Impossible Fallout, même si Mission Impossible Fallout a ses accès de violence par moments qui sont assez physiques, donc notamment la scène de baston dans les toilettes, elle est bien vénère et bien physique.
mais on n'atteint quand même pas le niveau d'agressivité dans lequel Miles 22 peut se targuer d'être. Hein. C'est une série B d'action violente, clairement, on peut le dire. Voire pas gore, mais plutôt bien violente et bien sanglante par moment. En plus, le film se vend clairement pour ça, parce que je suis sur l'Instagram de Peter Berg, et il a beaucoup vendu le film sur son propre Instagram comme un film d'action, très nerveux, très agressif, machin, blablabla. Faut bien que le film se vende, hein, tout simplement, hein, parce que je pense que, au vu de l'histoire globale, je pense que lui, il pensait qu'il avait quelque chose à raconter, hein, c'était pas seulement un film d'action, mais c'est clair que, voilà, quand tu rajoutes Iko Uwais, que tu négocies, je pense, avec le cinéma thaïlandais pour avoir plein de cascadeurs et de choses comme ça, c'est que, quelque part, tu fais un film d'action et t'en as conscience, à proprement parler. Donc tu peux vendre le film par ça, et c'est probablement pour ça que beaucoup de gens vont aller voir le film d'abord et avant tout. Mais je trouve qu'ici, la violence du film est parfaitement justifiée, notamment par sa fin, dont je vais vous parler dans une partie spoiler. Et oui, je vais faire une partie spoiler pour ce film-là. Et je vais m'arrêter là pour le reste. Allez voir Miles 22, c'est très bien. C'est mon film de l'été 2018. Je n'ai pas vu beaucoup de films cet été, c'est vrai. Il n'y a pas à dire, j'ai pas vu beaucoup de films différents. J'ai vu plutôt des films mainstream. Mais en l'occurrence, dans les films mainstream, Miles 22 était excellent. Et c'est une vraie très bonne surprise pour moi, même si j'aimais déjà le style de mise en scène de Peter Berg. Là, il l'a mis au service d'un récit, d'un film d'action physique, intelligent et sensible. Oui, c'est vrai, oui, je trouve que c'est un film intelligent et sensible, ouais. Et pourtant, c'est un film d'action qu'on peut qualifier de bourrin, et je l'entendrai. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez tweeter, Instagrammer, tout ça. Abonnez-vous, souscrivez à un abonnement, appuyez sur la cloche, toutes ces conneries, si vous voulez. Mais surtout, commentez, donnez-moi votre avis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Miles 22. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Vous connaissez un petit peu mon avis maintenant en détail. Et c'est ça qui m'intéresse, tout simplement, c'est d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, je parle pas des heures pour ensuite ne pas avoir envie d'écouter, hein, ne pas avoir envie de lire un long retour éventuellement sur ce que vous avez pensé de ce film ou simplement des films de l'été. Peut-être que vous avez vu des films de l'été que vous trouvez beaucoup mieux et que vous me conseillez de voir, sur lesquels je devrais faire des retours, éventuellement. Aucun souci, ça m'intéresse aussi énormément. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Allez voir Miles 22 parce que je vais le spoiler là violemment et ce serait dommage, ce serait vraiment dommage. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de HO à voir, ou toute autre forme qui va arriver au courant de cette année. Oui. Je vais essayer d'autres trucs cette année, c'est clair. Passons donc à la partie spoiler. Donc, vous qui restez avec moi, vous avez vu Miles 22. Vous savez donc qu'à la fin, on découvre que le personnage de Iko Uwais, donc de Li Noor, est un traître, qui a donc été quelque part un double agent. Il a réussi à faire croire à l'équipe d'Overwatch qu'il devait l'exfiltrer pour qu'ils obtiennent des emplacements de Césium 137, si je dis pas de bêtises, c'est ça, oui. Mais en même temps, il voulait les infiltrer pour permettre à l'armée russe, puisqu'en fait c'est un triple agent, il n'était pas agent de l'Indokar, mais un agent de la Russie, qui a été entraîné depuis qu'il était enfant. C'est pour ça que dès le début du film, on a ce montage très intéressant de photos d'archives très réussies, où on pense voir l'histoire essentiellement de Silva, du personnage de Mark Wahlberg, là, donc de Silva, et qu'en fait, comme vous l'avez peut-être vu, et moi au départ, ça m'avait posé des questions, et je me suis rendu compte à la fin que c'était vrai. On mélange en fait les deux enfances, celle de Silva et celle de Li Noor, qui lui aussi a été embrigadé par l'armée russe, très jeune, pour devenir cette forme de triple agent prêt à se sacrifier, puisqu'à la fin, visiblement, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, il se sacrifie. Donc toute cette opération était faite en fait pour pouvoir trouver les gens d'Overwatch et les tuer pour qu'une diplomate russe a priori qui avait perdu son enfant dans la toute première scène du film, la scène d'introduction, enfant tué par Silva, ce qui est très important en termes de sens. Son fils, enfin c'était pas un enfant, c'était son fils, quoi, qui est tué au début, qui a une vingtaine d'années, même pas, je crois qu'il a 18 ou 20 ans, je sais plus, il est très jeune, il est tué au début, et donc toute cette histoire était simplement pour pouvoir débusquer Overwatch, et tuer finalement tous les membres d'Overwatch, donc John Malkovich, toute son équipe, voir Silva devait être visé aussi, et s'en sort de manière, on va dire, voulue visiblement par le personnage de Li Noor. Il y a quelque chose d'assez sadique d'ailleurs là-dedans, que j'aime beaucoup, faisant du film un film noir, très nerveux pour le coup,
puisque si on repense bien à l'histoire, tout le film fonctionne comme une sorte de fuite en avant, le personnage de Linour ne leur laisse pas le temps de réfléchir, c'est exactement la stratégie d'un bon agent double, c'est-à-dire de mettre sous pression, de donner l'impression qu'il est indispensable pour avoir le temps de faire ses méfaits, en sachant très bien qu'ils sont obligés quelque part de lui faire confiance. Donc ça fonctionne vraiment très très bien, et je trouve le scénario à cet endroit-là assez inattaquable. Je n'ai pas compris, mis à part ce que je vous disais avant dans la critique, ou c'est parce qu'on a vraiment du mal à lire les scènes d'action et qu'on estime qu'elles sont illisibles, et de facto, la pirouette scénaristique du fin nous semble être une pirouette, ce que je peux comprendre, puisqu'on n'a pas été impliqué émotionnellement dans l'histoire, donc forcément on arrive à la fin, on se dit « Oh putain, en plus à la fin ils ont même pas gagné, c'est l'autre qui les a grillés, mais ça sert à rien ». Alors que si on ressent l'histoire, et qu'on apprécie ce type de scène d'action et ce petit très nerveux de mise en scène, qui peut être assez éprouvant, fatigant physiquement, tout simplement, pas forcément éprouvant émotionnellement, mais fatigant physiquement, parce qu'il y a beaucoup d'images, et puis ça bouge beaucoup, c'est très nerveux, hein. C'est quelque chose que j'ai pas expliqué avant sur le style 2, mais que je rajoute dans cette partie spoiler. Si vous l'avez vu le film, vous avez la chance de l'entendre. Oui, c'est aussi un style qui est un peu plus fatigant, un peu plus physique. Quand on sort de ces films-là, on est un peu plus fatigué, quoi. Parce que l'œil doit beaucoup plus travailler à regarder, à se concentrer sur l'image et à chercher les éléments qui sont bien mis en évidence, mais qui pour le coup bougent vite dans l'espace de l'image et de la caméra. Et de facto, on aura du mal à recevoir du coup cette pirouette entre guillemets de fin. Alors qu'en fait, quand on a apprécié ce style, comme je le disais, on ressent vraiment l'urgence des personnages, on est embarqué avec eux, et du coup on se fait avoir, entre guillemets. Moi, j'ai pas été ultra surpris par la fin, mais j'ai aimé que le film aille au bout de ça, et nous propose du coup une lecture assez terrible de l'espionnage, puisque cette équipe Overwatch est clairement... c'est dit dès le début du film, ce sont des gens mauvais. C'est pas seulement des gens qui vont récupérer des informations pour le bien des États-Unis, ce sont des assassins. Et un des trucs moraux que j'aime beaucoup chez Peter Berg et qui fonctionne vraiment dans ce film, c'est de dire « Tu seras puni, mon vieux ». Tu tues quelqu'un comme ça de manière froide, dans une fusillade ça peut s'entendre, mais quand tu t'exécutes quelqu'un comme ça de manière froide, tu mérites quelque part d'être puni. Et là, le film va jusqu'au bout. On commence techniquement par Jay qui exécute une personne, et la réponse des adversaires, elle est proportionnelle, c'est-à-dire, on va tuer toute ton équipe sauf toi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est cette escalade aussi de la violence et de la vengeance. Je trouve que c'est un excellent film de vengeance aussi, qui se cache derrière 22 Miles. J'aime beaucoup lire aussi l'histoire sur le principe que Silva est un personnage qui a du mal à gérer sa colère, et qui, pour la gérer, n'a d'autre choix que d'être quelque part, que de mettre en avant son intelligence froide, pour se donner la possibilité de s'énerver sur les gens et de les insulter, de leur manquer de respect, d'être constamment dans une forme de pression aux gens qui sont autour de lui, parce qu'il est constamment en montée de colère et qu'il doit constamment se modérer. Du coup, il fait des lâcher-prises comme ça sans arrêt. Et il y a une séquence notamment qui est très très bonne dans le film, comme vous l'avez vu, où il engueule une informaticienne en lui expliquant les effets d'une bombe sale. Et évidemment, c'est un excellent moyen de rappeler aux spectateurs que les bombes sales c'est très 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 dégueulasse, et que avoir des bombes sales qui se baladent dans le monde c'est pas cool, et qu'il vaut mieux qu'on ait des gens qui essaient de les choper avant qu'elles soient utilisées par des terroristes ou des gens qui sont déterminés à les utiliser en général, dans n'importe quel pays d'ailleurs. Mais c'est aussi une séquence où il va trop loin. Ça finit par... il sent vraiment... On voit dans le jeu d'acteur de Mark Wahlberg qui se dit non, là, je suis allé trop loin, c'est absurde. Et du coup, il y a quelqu'un qui rentre à ce moment-là dans le bureau pour dire, il y a la femme de... Je crois que c'est l'ambassadrice qui est là et qui voudrait voir quelqu'un. Et il lui dit, tu vas voir, je vais m'en occuper moi-même. Et il change lui-même de sujet, il s'en va parce qu'il voit qu'il a dérapé, qu'il allait trop loin. Et que, comme souvent, sa colère le fait déraper, le fait aller trop loin. Comme ce moment où... le personnage de Ronda Rousey arrive et elle a un petit gâteau avec elle et qui balance le gâteau par terre en disant on n'a pas trouvé les bombes sales, no cake, pas de gâteau aujourd'hui, quoi. On n'a pas trouvé ce qu'on devait faire. Donc tout ce côté très inhumain et qui fait de lui un être détestable à vivre au quotidien, ça fait aussi de lui un limier avec une très grosse pugnacité. Mais au final, il est puni de son inhumanité. À force d'être inhumain comme ça, il pousse toute son équipe à courir après des résultats qui sont en plus fantomatiques, puisque le personnage de Lauren Cohan, sous sa pression à lui, c'est lui qui lui dit, à un moment donné, concernant Linour, « T'es sûr de lui ou pas, bordel de merde ?» Et elle dit « Ouais, je suis sûr de lui. » Mais tu sens aussi qu'elle est obligée de l'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut pas continuer à subir la pression de son mari avec son enfant d'un côté qui lui dit « Tu vas perdre ton enfant parce que t'es jamais là » et de l'autre côté, la pression de son chef qui se trouve qu'il n'y a pas de résultat et qui est en plus un gros connard. Du coup,
quand je dis que le film est très bien écrit, c'est qu'on sent vraiment à ce moment-là qu'elle est quelque part obligée de dire oui, parce que si ça marche pas, elle est en plus incompétente. En plus d'être une mauvaise mère, en plus de foirer sa vie sentimentale, elle foire aussi sa vie professionnelle et elle peut pas. C'est là où les ressorts émotionnels du film sont très très bons. Et du coup, les rapports entre Silva, le personnage de Lauren Cohan, et Linour sont très très bons. Et c'est là où le verrou, entre guillemets, humain du contre-espionnage, du triple espion fonctionne et les grille complètement. C'est pour ça que la fin où le côté complètement froid est au-dessus de la réalité des gens dans le bureau avec John Malkovich, notamment par cette séquence excellente où Jay Silva envoie un missile, entre guillemets, demande aux gens du contrôle d'envoyer un missile sur le flic indien qui le poursuivait depuis le début du film, et qu'il le fait exploser de manière entre guillemets très jouissive en mimant un pistolet comme ça, alors que le mec se prend un missile dans la voiture, sur la voiture, et qu'il explose et tout ça. Tout ce côté-là, et qui fait rire du coup un des techniciens, c'est clair, le film dit à ce moment-là, c'est des connards qui sont au-dessus des choses, et qui quelque part vont être ramenés au sol un moment par l'histoire, et heureusement le film le fait, et on a cette séquence où ils se font tous tuer de manière froide, absolument tout le monde, et à la fin il ne reste que Jay. Et pour que ce soit clairement dit que le personnage de Linour a été quelque part, hein, on lui a fait un lavage de cerveau, il fait s'écraser l'avion qui était supposé le faire partir, et il se charge de tuer hors champ le personnage de Lauren Cohan, ce qui est, à mon avis, une excellente fin pour le personnage. C'est une fin froide, c'est une fin sèche, c'est une fin aride. On nous a bien donné à ressentir le fait que c'est une mère qui a envie d'être avec son enfant, mais qui sacrifie ça pour des valeurs qu'elle estime plus importantes, empêcher des bombes sales de se balader, donc quelque chose d'hyper noble, mais qui dérape parce qu'à un moment donné, son chef, qui est supposé être le plus intelligent de tous ces machins trucs et blablabla, dont on fait des choux gras et dont elle-même admire l'intelligence, fait une énorme erreur. Et qui lui coûte la vie, pour le coup, de manière très froide, ce qui fait qu'elle et en plus, elle se fait trahir, c'est-à-dire que la fin est vraiment horrible, elle réalise qu'elle a merdé, elle se fait tuer hors champ, et on a ce moment terrible où, clairement, évidemment, le personnage de Silva admet non seulement qu'il a perdu à la fin du film, mais surtout qu'il est blessé, et que c'était l'objectif indirect de cette mère russe, c'était de leur rendre ça quelque part dans la gueule. Quand on lui dit « Est-ce que vous voulez parler de la mort de l'agent de Alice machin ?» J'ai oublié son nom. Le personnage de Lauren Cohan, il dit « Non, je veux pas en parler. On en a déjà parlé, je veux pas en reparler. » Et puisque oui, le film est scandé aussi par une interview post-mission du personnage de Jay Silva qui te laisse penser pendant le film que visiblement il y a eu un problème, mais tu sais pas de quelle nature. Et là aussi, je trouve que le suspense fonctionne bien, puisqu'on peut croire, je pense, il faudrait que je le revoie, hein, pendant le film, en tout cas j'ai eu cette sensation-là, que Jay Silva est en train de faire le briefing d'une mission qui a marché, mais qui a eu des difficultés, où il y a des agents qui sont morts, puisque très vite il y en a qui meurent et tout ça, machin. Et ça, je trouve que c'est un film qui, à mon sens, a une intelligence de son écriture qui va bien au-delà d'une pirouette. Mais il faut pour ça que la mise en scène soit reçue de manière viscérale par le spectateur. Si on n'est pas embarqué avec les personnages dans cette mise en scène nerveuse, par définition, on contemple. Et si on contemple, forcément, on comprend pas le pourquoi les personnages n'ont pas de recul. L'histoire se passe en très peu de temps. Et c'est ça aussi qui fait que le coup du triple agent peut fonctionner. C'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, la mort de toute l'équipe d'Overwatch est morale, mais aussi est cohérente en termes de scénario, d'histoire et de film. Bref, je vais m'arrêter là, parce que j'ai fait un vlog très long, mais quand j'aime un film, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Hein. Au final, je suis pas un mec qui parle trop pour rien, n'est-ce pas ? Ce film est vraiment excellent. Moi, je reste bluffé par le bon mix de cette écriture très intéressante sur le thème de la vengeance, sur le thème de l'espionnage, le thème du triple agent, qui pour le coup est un vrai bon scénario sur le sujet, avec des personnages bien écrits, avec des acteurs qui l'interprètent bien, avec un acteur excellent qui tire encore plus les relations entre les personnages vers le haut, avec ce choix de casting très intelligent d'avoir pris pour l'acteur étranger, pour l'Indien Linour, qui est un excellent acteur d'action et qui donc rajoute encore un cachet en plus aux scènes d'action, de fusillade et ainsi de suite auxquelles il participe. Sans compter que, oui, je l'ai pas dit, mais Mark Wahlberg aussi est un excellent acteur de scènes d'action. Lauren Cohan aussi, dans ses scènes d'action, est très très bien. Ronda Rousey, qui venait de sport athlétique aussi avant, il n'y a pas de souci dans les scènes d'action, les scènes de fusillade.
Et la mise en scène de Peter Berg, nerveuse et jouée à l'épaule, comme je le disais dans le style physique, correspond très très bien à une histoire qui se passe au niveau du sol. Et c'est des personnages qui pensent être à distance des choses et qui sont ramenés au niveau du sol. Et la mort de l'équipe d'Overwatch, l'exécution de l'équipe d'Overwatch est une conclusion extrêmement morale et qui rend ce film encore meilleur tout de suite. C'est tout sauf une pirouette, c'est vraiment une manière de dire que ce sont des assassins et qu'à un moment donné, ils méritent de mourir de la manière dont tout assassin qui n'a aucun remords mérite de mourir. Je fais exprès d'être radical, parce que le film est radical, hein. Mon point de vue réel dans la vie de tous les jours, c'est que moi je suis contre la peine de mort par exemple. Donc vous voyez, je suis beaucoup plus peace and love que ça, mais en termes de film, en termes de symbole, je trouve que ça fonctionne très très bien, c'est vraiment excellent. Bref, je m'arrête là. J'ai assez péroré sur ce film, n'hésitez pas à le regarder, à me dire ce que vous en avez pensé. Mon film de l'année de l'année, n'importe quoi, de l'été 2018, c'est bien sûr Miles 22 de Peter Berg. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, c'est dommage, je vous ai spoilé un peu trop l'histoire maintenant, mais c'est vous qui voyez. Regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de ma petite théorie sur les scènes d'action. Et si vous avez lu des livres, des choses sur la question, évidemment, n'hésitez pas à m'en parler, ou tout simplement pour me donner votre avis. Merci beaucoup pour votre écoute encore, ça fait vraiment plaisir de voir des gens que des gens écoutent les vlogs. Si vous avez des conseils pour améliorer la formule, bien sûr, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO. Je pense que je vais revenir sur une série télé prochainement. Et oui, je vous récompense d'avoir fait la partie spoiler, puisque vous avez vu Miles 22 et que ça fait de vous des personnes très bien. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO à voir ou quoi que ce soit d'autre. Salut les amis, à très très bientôt et merci encore. Ciao ciao.